18 h à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. J'ai le plaisir de vous retrouver après ces 4 semaines que vous avez passées en compagnie de Caresse et Siane. Je l'en remercie et vous aussi pour votre fidélité. Eh bien, chez nous les artistes, veille de rentrée, ils sont rentrés dans notre studio pour la première fois ce soir. Mes invités que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est la première fois Calixte Beyala, écrivaine, romancière, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Et c'est un plaisir de vous avoir chez nous. Moi de même, je suis heureuse d'être là. J'ai quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Paul Common, qui est le président du conseil, le président national du conseil d'agrément du manuel scolaire et matériel didactique. Vous l'avez compris, on est à la veille de la rentrée. Et ils viennent à quel propos? Eh bien, je vous le dis. D'abord, le salon des manuels scolaires et de la rentrée scolaire qui bat son plein à Yaoundé et qui s'invitera à Douala. On fera une lecture méthodique du marché du livre, du manuel scolaire au Cameroun. On parlera aussi de ces astuces qui redonneront le goût de la lecture, la culture de la lecture au Cameroun. On sait que vous êtes un puits de savoir en matière de littérature. Et Jean-Paul Common peut-être aussi vous accompagnera sur ces sentiers où on parlera des violences faites aux femmes. Les plumes contre le silence sont furieuses. Et d'ailleurs, à propos d'une actualité, Jean-Paul Common, il y a la jeune chanteuse Daphné, que vous connaissez, et qui a fait un post sur son viol présumé dans son enfance. Ce n'est pas un sujet auquel vous êtes insensible. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tiegan. C'est un plaisir d'être sur votre plateau et partager le plateau avec Madame Beyala. Oui, effectivement, cette nouvelle attriste l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Et nous espérons que de plus en plus de femmes, de jeunes femmes ou de jeunes garçons qui subissent ces actions abjectes vont sortir de leur silence pour que la communauté nationale sanctionne de façon, je veux dire, forte ce genre d'actes qui sont totalement inadmissibles. Et on se réjouit de ces présences qui sont fortes justement. On aura une vue claire sur ces sujets qui marquent l'actualité ce soir et cette semaine. Cela dit, Daphné, le traumatisme d'un viol, elle n'a pas gardé le silence, comme qui dirait, jusqu'à la gare. Souvenez-vous de ce post qu'elle a mis sur les réseaux sociaux et qui sont devenus viraux à force de commentaires et aussi de réactions parfois très émues, compassion. Voici des captures d'écran que nous avons faites pour vous. Je m'appelle Daphne Efundem. J'ai été violée dans mon enfance par une personne dont je ne me souviens plus. Le silence sur ce secret intime de sa vie lui a longtemps fermé la bouche. Et c'est sur la toile que Daphné lève le voile sur un viol traumatisant dans son enfance. Daphné se bat contre ses souvenirs. La douleur, la peur, l'horreur. Daphné souffre de vaginisme. 5 à 17 femmes sur 100 dans le monde en souffrent. Selon ONU Femmes, une femme sur 3 est victime de violence ou de viol et murée dans le silence. Le poste de Daphné vient donc comme une campagne contre ses souffrances. Septembre, son mois de naissance, est aussi un mois de renaissance. Je suis née de nouveau, dit-elle sur son fil d'actualité. Daphné justifie aussi son nouveau look qui avait déjà fait réagir ses fans la semaine dernière. Elle a fait couper ses cheveux pour soutenir une femme qui se bat contre le cancer. Elle invite les internautes à suivre sa fondation Be Woman by Daphné sur Instagram et Black Empowered Woman sur Facebook, déterminée à épanouir la jeune femme. Des chanteurs aussi postent leurs mots émus, comme Lady Ponce et Dynastie le Tigre, pour qui aucune femme ne mérite une telle injustice, une si profonde blessure. Ouvrir ses plaies ainsi à la face du monde est un acte de courage. Calixte Beyala, vous avez peut-être suivi cette actualité, une réaction. D'abord, le silence, fait beaucoup de bruit dans l'âme quand on n'en parle pas et puis finalement on se lâche. Je suis très heureuse que Daphné ait eu ce courage parce que je suis au courant de ce qui se passe dans ce pays par rapport aux femmes. Beaucoup m'ont contacté quand elles sont violées. Personne ne les écoute. Quand elles vont dans les commissariats, elles me disent qu'on leur dit systématiquement qu'elles ont cherché à se faire violer. Donc du coup, aucune protection n'est faite pour les femmes. C'est dans les documents, mais dans la réalité, dans la pratique, elles sont isolées, elles sont obligées de se cacher, de se terrer. J'aimerais beaucoup savoir si on ne pourrait pas mettre en place un système, par exemple, d'appel téléphonique anonyme, où les femmes pourraient
se plaindre. Il n'y aurait pas un pôle d'avocats qui pourrait les prendre systématiquement en charge et porter plainte auprès des tribunaux. Aujourd'hui, au Cameroun, elles sont très isolées. Elles sont très nombreuses parce que Daphné n'est pas un cas isolé. Ce sont des choses très récurrentes dans notre pays et où les femmes n'osent pas parler parce qu'elles sont coupables d'office. Et ça, vraiment, je suis très émue qu'elle en parle et je la soutiens. Et si je peux faire quoi que ce soit, je le ferai. Le faire, c'est aussi parler, peut-être raconter ces histoires, les mettre en page dans des livres, et ce qui me donne le prétexte de parler du livre. On est à la veille de la rentrée scolaire. Rassurez-vous, nous reviendrons sur ce thème en deuxième partie d'émission tout à l'heure. Mais parlons du salon des manuels scolaires et de la rentrée. La bourse du livre fait son retour. On se souvient qu'elle avait été créée il y a 30 ans, en 1991, portée par son promoteur connu, stratège en marketing, Ferdinand Nana Payon. Mais pour cette édition, elle est particulière parce que parrainée par une étoile du journalisme, Alain Belibi. Justement, je vous invite à revivre quelques images racontées ici et commentées par Cynthia Boyomo. 7 panelists made up of seasoned professors and administrators sat on the table at the opening ceremony of the book fair underway in Yaoundé to exchange ideas on making books more affordable, especially as the preparations hidden ahead of the 2021 academic year. It's first of all a very laudable idea. It is not novel, but in Cameroon it is new. I think that this is the way to reinforce a reading culture that Cameroonians so badly need. The Textbook Action Fair, which is expected to run till October the 6th, Run from October 6th is a unique platform for parents to exchange old books for new ones, amongst other opportunities offered for a stress-free back-to-school preparation. This is my first time of experiencing this kind of book fair. I have never seen it before. And I just want to say that I really, really appreciate it because I see a lot of books being exposed. And I think that's an opportunity for people who are interested in reading to be able to see. The initiative by former Central Director of the CRTV Radio, Alain Belibi, has been described by many as a great initiative which will promote the book culture and define new ways of using books in Cameroon. Jean-Paul Common, on vous a vu en image sur ce panel qui était garni, peut-être c'était opportun, un salon comme celui-là. Oui, c'est opportun parce que depuis ces dernières années, toutes les populations décrivent une dégradation de la qualité ou du niveau de culture de nos enfants. Et deuxièmement, une absence totale dans l'espace public du livre. Et l'occasion a été donnée par M. Nana Payon de faire rencontrer tous les acteurs du manuel scolaire, mais au-delà du manuel scolaire, du livre, pour redonner ainsi l'occasion aux populations camerounaises de redécouvrir le livre et surtout d'avoir envie de lire, puisque comme disait tout à l'heure dans le journal que vous avez présenté, le livre est l'occasion pour tout individu de découvrir, de se passionner et surtout de réduire quelque peu l'inculture et, je puis dire dans notre société, de réduire les incivilités qui sont données à cœur joie dans notre société. Et c'est un propos qui a été défendu par son promoteur et qui n'était pas seul. Il était accompagné par quelqu'un qui est devenu une référence dans le paysage du journalisme et donc qui sait peut-être de la littérature demain, Alain Belibi. Je vous propose d'écouter leur enthousiasme et leur réaction. Difficile, qu'il faut tout faire et en l'occurrence tout faire pour que les Camerounais retrouvent la lecture parce que c'est un support exceptionnel de culture, de distraction. Ce n'est que dans le livre qu'on peut tout trouver et un livre qui est édité, on a rarement des chances de trouver des histoires fausses à l'intérieur. L'impact, je ne saurais dire, mais les organisateurs de ce salon du livre ont pensé qu'en me rendant hommage, peut-être que ça attirerait un public plus nombreux. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire du livre? Le livre est pratiquement ce qui m'a fait. Ce que je suis devenu, je le dois au livre. Et chaque fois
que j'ai eu la possibilité de parler du livre ou de lire un livre, je l'ai toujours saisi. Donc, être le parrain de cet événement, pour moi, c'est un grand honneur et c'est également un accomplissement. Et nous partageons cet avis à la lettre de l'écriture, à la lettre près de ses propos, de Libye. Il n'était pas seul, vous n'étiez pas seul, Jean-Paul Comone, il y avait des visiteurs, il y avait des éditeurs. Et avant que nous ne rentrions dans la rubrique L'art de se comprendre, je vous invite à partager avec eux aussi leur motivation. C'est vrai que ce n'est pas très courant, Calixte, de fréquenter des salons au Cameroun. Peut-être que ça va bousculer les habitudes. C'est différent de votre expérience en France et partout? Eh bien, écoutez, on essaye aussi au Cameroun d'avoir des salons de livres. Hein. Il y a le salon de livres de Yaoundé. Le vrai problème n'est pas tant le problème des institutions, bien que ça existe, parce qu'il faudrait créer plus de bibliothèques, de manière à ce que même les enfants de pauvres qui veulent lire un Stendhal, un Balzac, un Mongobetti n'aient pas besoin de l'acheter, mais dans leur librairie, emprunter le bouquin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même que j'ai remarqué que chez les riches Camerounais, il y a rarement de bibliothèques. Or, c'est à partir de l'enfance surtout, ce n'est pas seulement le pouvoir public, ce sont les parents qui doivent amener les enfants très jeunes à lire. Dès l'enfance, il faut lire aux enfants des livres quand ils veulent s'endormir. Il faut leur apprendre l'amour du livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Un enfant qui est capable de lire, par exemple, un roman pendant 1 heure sans se déconcentrer, même s'il ne fait pas d'études, c'est un enfant qui va réussir. C'est-à-dire, à travers le livre, on voit ça, on peut mesurer sa capacité de travailler, sa capacité de concentration. Ce n'est pas anodin. Donc, j'invite déjà la classe moyenne camerounaise qui peut avoir des bibliothèques, d'avoir des bibliothèques bien garnies, d'investir dans les livres pour leur progéniture, car toutes les connaissances, qu'elles soient mathématiques, physiques, chimiques, se trouvent dans les livres. Quand vous prenez Jules Verne, tout ce qu'on a inventé en matière de mer, les sous-marins, Jules Verne avait déjà décrit tout cela bien avant que les ingénieurs s'en saisissent. N'oubliez jamais une chose, au départ de tout, il y avait le verbe. S'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de création. Que ce soit une création mathématique, que ce soit une création géographique, ou peu importe la création, ou même des ingénieurs, tout part du livre. Donc, d'où l'importance d'amener des bibliothèques dans les quartiers pour les États, chez les plus pauvres, et aussi que les parents, ayant des moyens, aient des bibliothèques chez eux. Et ça commence au plaisir de lire, cette lecture loisir où les pages du ludique et du didactique se frottent. On parlera de ça justement dans Rufouda Ngona et Jean-Paul Comone, où vous entendrez des gens s'exprimer sur l'importance du livre unique, un sujet que vous maîtrisez, la réforme du livre, et vous verrez des parents aussi qui sont très motivés justement à encourager les enfants. Ça commence à la maison. J'apprécie cette initiative qui a disparu il y a bien des années, qui nous revient aujourd'hui. Je crois qu'elle est revenue pour rester. It's first of all a very laudable idea. It is not novel, but in Cameroon it is new. I think that this is the way to reinforce a reading culture that Cameroonians so badly need. We need to develop appetite for books. Books are a germ, and until they are explored, the germ is not useful. So I think that this book fair is launching a very, very good culture. This is a launch pad for the reading culture. I think it gives us an opportunity to know the various writers, the various publishers, and how intelligent some writers can be. Because actually, us Cameroonians are really not very interested in reading, and it gives us an opportunity to be able to know and give us an opportunity to see. And I think that is a very good initiative by the promoter. Parce que je peux estimer quand ce sont des livres neufs que j'achète directement en librairie. Mais là, j'achète ce qui manque. Là, je complète. Personnellement, je ne pense pas que le prix soit forcément un élément de référence pour savoir si un livre est bon ou pas. Bon, personnellement, je me dis qu'il faut lire pour savoir si le livre est bon. Nous connaissons la valeur des livres. Si les parents, en tant que parents, nous voulons inculquer l'amour du livre aux parents, aux enfants.
d'autres genres de livres. L'enfant qui ne lit que des livres scolaires, il est un peu limité. Il faut lire d'autres livres. L'enfant a besoin de se cultiver, de diversifier ses sources d'approfondissement du savoir. Donc c'est pour ça que notre maison d'édition Proximité fait pas spécialement de livres scolaires, mais d'autres types de livres. Si nous sommes d'accord que le livre est unique, le livre que j'utilise peut se faire utiliser partout ailleurs, il est normal que ça revienne moins cher. Maintenant, on espère juste que l'implémentation sera générale, parce que très souvent, ce n'est pas toujours facile dans un domaine dans un univers qui est concurrentiel, où il y a beaucoup de potentiel, être vraiment d'accord que ce soit ce livre-là qu'on ait choisi, vraiment avec la coopération des autorités publiques, ce sera un bien pour tout le monde. Une très bonne solution. Parce que déjà, on a vécu des expériences qui étaient malheureuses, où on était confronté à plusieurs manuels scolaires et des fois, la qualité et le contenu n'étaient pas exactement ça. Et je crois que le travail qu'a fait le Conseil national ou d'agrément du livre, c'est un très bon travail. Et ça nous permet maintenant d'avoir un livre où on retrouve tout et ça permet un bon suivi de l'enfant à la maison. Ça va revenir moins cher parce que lorsqu'on a un seul livre, le parent ne doit plus assez investir à acheter beaucoup de livres. Et s'il achète les livres cette année, il sait que l'année prochaine, l'enfant, celui qui vient après, utilisera ce même livre. Donc ça revient pratiquement moins cher. Les nouveaux livres doivent être rédigés selon l'approche par les compétences. Une fois que tous les livres sont rédigés selon l'approche par les compétences, ils ne changent plus pour une période de 6 ans. Pour le primaire, quand nous avons commencé la politique du livre unique en 2018, les nouveaux programmes selon l'approche par les compétences n'avaient pas encore commencé à être mis en œuvre parce qu'ils n'avaient pas encore été validés. Ils ont été validés en 2019 et cette année, pour adapter les livres de façon graduelle à l'approche par les compétences, on a changé les livres de la maternelle, première et deuxième année, les livres de la CIL CP. Donc, à compter de cette année, les livres de la maternelle CIL CP, qui sont désormais écrits selon l'APC, vont rester 6 ans au programme. C'était une escale à la rue Foudangona que j'ai oublié de vous présenter. Eh bien, il s'agit de l'adresse du Centre culturel camerounais dans laquelle, justement, on collectionne souvent des réactions sur un fait d'actualité. Escale au salon des manuels scolaires et de la rentrée, les bonnes pages de ce livre unique, Jean-Paul Common, qui est tant désiré. Et finalement, on a entendu des gens satisfaits de ces avancées. Oui, satisfait de ces avancées. Il faut dire que le livre unique vient de l'information qui vient de la base, parce qu'il y a 6 ans, lors de la dernière campagne électorale présidentielle, l'une des premières demandes fortes des parents, c'est qu'il y avait un changement de livre tous les ans. Et le gouvernement du Cameroun a donc demandé à ce que les livres ne changent plus et que la durée aujourd'hui des manuels qui vont être agréés passe de 1 an à 6 ans. Et comme c'est 6 ans, on suppose que 2 ou 3 générations d'enfants dans la même famille peuvent accéder à ce livre. Au-delà de ce manuel unique, il y a le nombre de matières qui a été réduit. Parce qu'il faut convenir qu'en 2017, avant 2017, on était en la maternelle avec 6-7 livres. Voilà. Et le coût moyen était de l'ordre de 22 000 pour un enfant qui entrait à la maternelle. Et depuis 2 ans, nous sommes passés de 27 000 à 3 000 francs. Pour la CIL CP, nous étions à 40 000 avant 2017. Nous sommes aujourd'hui descendus à 10 000. Un parent qui a un enfant à la CIL ou à la CIL CP va dépenser 10 000 ou dans le sous-système francophone et 11 000 dans le sous-système anglophone. Donc, il y a un double avantage. Il y a premièrement une réduction des matières, deuxièmement un allongement de la durée de vie du manuel dans le système, et troisièmement une réduction du coût. Et le quatrième élément que je peux soulever, c'est que lorsqu'il y a un livre unique sur l'ensemble du territoire, ceux qui évaluent les enfants ont un élément objectif pour les évaluer sur l'ensemble du territoire. Alors qu'avant, le marché était segmenté, on avait un livre par quartier ou par école, au point où lorsque les enfants arrivaient à la classe d'examen,
ceux qui préparaient les épreuves avaient du mal à évaluer les enfants de façon objective. Il y avait certains qui avaient un livre, entre guillemets, plus fourni que d'autres. Et le choix du livre unique permet de ramener le ballon, comme on dit en football, le ballon au centre. Réforme en chiffres et tout compte fait, les parents en profitent, Calix Oyala. Vous avez tendu une oreille attentive probablement à ça. C'est peut-être moins cher. Je vais même ajouter autre chose. Dans la création des identités nationales, il faut que les enfants aient des références communes. Avoir le livre unique permet aux enfants, vous savez, on ne crée pas une identité nationale à partir des morceaux éparses, mais à partir des connaissances communes. Si vous prenez ces enfants qui ont le même âge aujourd'hui, quand ils vont se rencontrer, par exemple, en 6e, ils auront le même langage parce qu'ils auront été formatés par les mêmes outils. Donc, ce n'est pas anodin ce qui est en train de se faire. C'est très important, d'autant que, en ce moment, dans ce Cameroun de la diversité, il faut créer des colonnes vertébrales communes ou des éléments de référence identitaires communs. Sinon, vous ne pouvez pas créer une identité nationale. Le livre, ce qui est fait là, participe aussi de cela, d'où également son importance. Et là, on voit bien le rôle du livre scolaire dans l'élaboration peut-être d'une culture, vous avez dit, nationale, une identité nationale, mais aussi de la lecture, on y reviendra. Mais entre-temps, quand même, je ne vais pas me retenir de solliciter la science du professeur d'économie. Je lâche le mot, même si sur les plateaux, il aime s'en débarrasser. On va parler, on est bien là sur le marché. Ferdinand Nanapayan parle d'une stratégie qu'il appelle le trade marketing, où une bourse du livre ouvre ses portes pour vente et achat des manuels au meilleur prix. C'est-à-dire une sorte de marché de médium entre les éditeurs, les libraires et les parents. C'est peut-être efficace, ça ne fait pas toujours plaisir aux libraires classiques du quartier. Ça ne fait pas plaisir aux libraires du quartier parce qu'ils n'ont pas encore compris la philosophie qui a conduit à la réforme du Conseil. Je vais vous expliquer une chose. Un livre, c'est un produit commercial. Et nous devons avoir le prix juste. Lorsque le livre est édité en France ou bien à l'étranger, en moyenne, je prends le cas de la France, en moyenne, un livre va coûter 850 francs. Je dis bien 850 francs en France. Il faut y ajouter les coûts de transport, logistique et tous les autres éléments. Lorsque le livre arrive au Cameroun, il doit coûter à tout casser 1100 francs. Et lorsqu'il coûte 1100 francs, je parle du livre de style CP, il coûte 1100 francs. Cela suppose que le consommateur final peut l'acheter à 1200, 1500 francs pour tenir compte des marges que l'éditeur, le diffuseur et le libraire doivent avoir. Mais maintenant, plus le circuit devient court, mieux le consommateur final, qui est le parent ou l'élève, accède à un livre moins cher. Si le circuit est très long, évidemment, vous avez beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu, du fait de leur marge, contribuent à augmenter les prix. Et l'objectif du Conseil, c'est de réduire au maximum le coût du livre. Parce que nous pouvons avoir la faiblesse de penser que plus le livre est moins cher, si je peux m'exprimer ainsi, mieux nous aurons des parents capables d'acheter le livre. Mais attention, il ne faudrait pas s'arrêter seulement au manuel scolaire. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire le livre qu'on appelle la littérature générale. Parce que c'est ça le vrai débat. On ne peut pas penser qu'un enfant va avoir les seules connaissances qu'il va acquérir tout au long de son cycle de formation, il ne va les avoir qu'à travers le manuel scolaire. Je pense que l'enfant a besoin d'avoir des connaissances qui vont au-delà du manuel scolaire et qui se retrouvent généralement dans ce que nous allons appeler le livre de littérature générale. Et là-bas, c'est la politique publique. Et nous allons en parler tout à l'heure si vous en voulez bien. Et nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau Jean-Paul Common. On fera donc ce point sur la politique. Mais quand même, vous avez parlé de réduction de coûts dans le cadre d'objectif général. Il y a également, on l'a noté, quand vous arrivez à la tête du Conseil, on est parti de près de 200 éditeurs à aujourd'hui moins de 100 quelque part. Quelle est l'idée cachée derrière cet objectif de réduire le nombre d'éditeurs sur le marché ? Non, je vais vous dire qu'il y avait beaucoup de freeriders.
c'est-à-dire des artistes qui sont rentrés dans le circuit. Notre travail, c'est d'expurger la filière des artistes, des gens qui viennent là pour s'amuser. L'édition, c'est un métier. La diffusion, c'est un métier. La librairie, c'est un métier. Le sens de la réforme, c'est de professionnaliser la profession, ou les professions, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le livre. Alors, nous avions 155 éditeurs quand nous sommes arrivés en 2018. Lors de la dernière session, nous avons eu 55 éditeurs qui ont candidaté. Cela suppose que les artistes, tout au moins ceux qui n'avaient pas les moyens de résister à la concurrence, ont progressivement disparu. Et nous pensons qu'à moyen terme, nous allons avoir une masse critique d'éditeurs nationaux et étrangers qui pourront aider le gouvernement à conduire sur le terrain la politique du livre. Mais il va se poser un problème au niveau des diffuseurs. Et c'est là que le travail va se faire. C'est que nous sommes dans une situation de monopsone. C'est-à-dire que vous avez globalement un seul diffuseur important qui domine le marché et en face de lui, vous avez plusieurs éditeurs. Et sa position peut entraîner une augmentation des prix. Et c'est le travail du Conseil à amener ce monopsonneur à réduire de manière sensible ses prix pour que le parent accède le livre au prix le plus élevé. Parce que je vais dire, l'objectif du Conseil, c'est qu'à l'école primaire, qu'un livre ne dépasse pas 2 000 francs. Si un livre est à 2 000 francs à l'enseignement primaire au Cameroun, nous pensons que la majorité des parents camerounais pourraient acheter le maximum de livres pour permettre aux enfants de s'épanouir et de découvrir le monde. En imaginant également que vous encouragez l'édition Made in Cameroun. Et en parlant d'éditeur Calix Beyala, nous avons entendu au salon qu'il y a une crise, et peut-être que Jean-Paul Common va nous apporter quelques éclairages à propos. Il y a une crise entre l'éditeur et le libraire. L'éditeur qui soupçonne souvent les libraires de fabriquer, par exemple, de reproduire un roman de Calix Beyala sous une fausse copie qu'il vend, et alerte sur les pertes dans les maisons d'édition, chez les éditeurs. C'est la personne qui perd le plus, c'est l'auteur. Oui. Et c'est l'auteur, d'abord, nous, on est d'abord souvent floué par l'éditeur, qui lui ne peut pas être floué. 2 fois. Non, par le libraire. Oui. Disons que ce que le libraire fait, c'est que le libraire ne paye pas. Parce qu'en réalité, souvent l'éditeur donne au libraire un certain nombre de quantités de livres à vendre. Une fois qu'il a vendu le livre, il faut qu'il donne sa part à l'éditeur. Et beaucoup de libraires ne jouent pas le jeu. Mais en ce qui concerne la personne volée de la base, par rapport au nombre de livres imprimés, c'est l'auteur. En ce moment, avec Internet, par exemple, moi j'ai mes livres qui sont dans des éditions que je ne connais pas, dans plusieurs langues. Ce sont des gens qui n'ont pas pris contact avec mon éditeur pour payer des droits d'auteur. Depuis l'apparition d'Internet, il y a beaucoup de piratage en matière de livres comme en matière de musique. Et on ne sait même pas à ce jour comment je vais faire pour porter plainte à un éditeur ukrainien. Comment je fais ou vietnamien. Je découvre le livre sous cette forme-là, sur les réseaux, sur Internet. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire qu'effectivement, ce sont les auteurs qui sont les plus affaiblis dans cette histoire. Et par ricochet, l'éditeur. Vous avez parlé de numérique et pendant le salon, au milieu des tables, il y a eu une conférence sur le thème « Le digital va-t-il tuer le livre physique ou le réinventer ?» Réinvention en termes d'écriture, en termes de productivité et donc forcément d'énergie à déployer. Jean-Paul Common, je vous sollicite à propos maintenant de la qualité des livres, le manuel scolaire, sa fonction didactique. On est assuré de ce que quand il est produit par un éditeur sérieux, les contenus seront solides. Mais il y a quand même ça. Les grandes questions, c'est comment on fait pour avoir son livre. Calix Beyala, c'est une hypothèse. Voudrait avoir son livre sur la liste des manuels scolaires. Comment ça se fait? Quels sont les défis? C'est quoi les process? Calix Beyala ne traite pas avec le Conseil. Non, c'est une hypothèse. Je voulais expliquer le mécanisme pour que les téléspectateurs comprennent. Le Conseil travaille avec les éditeurs. Mais l'éditeur ne vient soumissionner, ne vient répondre à une offre du Conseil qu'après que le Conseil ait discuté avec les ministères utilisateurs des livres. Parce que les programmes sont définis par le ministère des enseignements de base et le ministère des enseignements secondaires. Lorsque les programmes sont validés par ces 2 ministères,
le Conseil rentre en discussion avec les inspections académiques de ces deux ministères pour définir le nombre de matières. D'accord ? Lorsque nous nous sommes entendus sur le nombre de matières, nous rentrons maintenant dans le contenu. Évidemment, ce contenu et ces programmes validés vont être distribués aux éditeurs. Nous allons donc faire un appel à manifestation auquel vont répondre les différents éditeurs. Maintenant, les choix de livres sont faits par des experts qui nous sont commis par les deux ministères de tutelle. Le Conseil ne choisit pas le livre. Le Conseil coordonne l'action des experts que le ministère de l'Éducation de base, le ministère des Enseignements secondaires, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle nous envoient. Et lorsqu'on les réunit, c'est eux qui évaluent les livres. Et l'évaluation se fait à deux niveaux. La partie qualité technique, pour s'assurer que le livre qui va durer 6 ans ait une qualité technique acceptable, et le contenu est apprécié par les enseignants. Mais il faudrait dire que la loi ou le décret qui organise le Conseil donne la possibilité au Conseil de réévaluer les livres 3 ans après. Ça veut dire que le livre est accepté pour 6 ans, mais le Conseil a la possibilité, 3 ans après que le livre ait été agréé, à partir d'un sondage, ce n'est pas tous les livres, de réévaluer un livre. Mais cette réévaluation peut aussi se faire lorsque l'inspection générale des affaires académiques ou lorsque des parents se plaignent, parce que nous recevons des récriminations. Ah, notamment, par exemple, le livre qui a fait l'actu il y a quelques mois, le livre de sciences qui a été le livre de sciences de la classe de 4e. Oui, qui a été sévèrement critiqué. Le livre de sciences de la classe de 4e a été critiqué dans son contenu, dans les termes qui ont été utilisés pour des enfants aussi jeunes. Mais les programmes n'ont pas changé. Le livre a été rédigé par rapport au programme qui a été validé par le ministère. Et si les parents sont quelque peu curieux, ils vont constater que l'année prochaine, ce chapitre-là a fait l'objet d'une réévaluation. Tout à fait. Et que l'année prochaine, le chapitre va être totalement remodelé, mais tenant compte du programme qui a été fait. Puisque manifestement, le ministère de l'Enseignement secondaire pense qu'à cet âge, on peut commencer progressivement à enseigner aux enfants la reproduction humaine et animale. Je m'accroche au propos tout à l'heure de Calix Beyala à propos de l'identité nationale. Et je vais plus loin, le tableau des lectures méthodiques et suivies dans les écoles devrait peut-être être une vitrine de promotion des œuvres locales. On a entendu des personnes s'exclamer, pourquoi lire Jacques Prévert alors qu'on peut lire... et là, je vais beaucoup intervenir. Oui, alors qu'on peut lire Guillaume Oyonombia ou bien... Avant que madame n'intervienne, puisque j'ai déjà eu une discussion avec elle. Qui sait déjà. Alors, je vais vous lire. Quand je parle de programme, nous avons segmenté le programme de français ou de langue avec l'inspecteur coordonnateur, de telle manière que tout le long du cycle, le jeune Camerounais ait la possibilité de découvrir tous les styles. La poésie, le théâtre et le roman. Première chose. Deuxième division ou deuxième élément, c'est la nationalité. Il doit avoir accès aux livres d'auteurs camerounais et aux livres d'auteurs africains et aux livres d'auteurs étrangers. Troisième déclinaison, c'est le temps. L'inspection nous a dit, nous avons besoin que certains manuels, notamment de théâtre et poésie du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle soient étudiés. C'est pour ça que si vous partez de la classe de 4e, vous allez voir que les trois systèmes ou les 3 types de littérature, mais maintenant, pour les auteurs camerounais, nous avons une grosse difficulté parce que j'ai eu une discussion avec Calix Beyala une fois, c'est que nous n'avons pas la maîtrise des éditeurs étrangers chez qui les auteurs camerounais publient. Nous avons bien voulu mettre dans des programmes Léonard Romiano. C'est faux. Mais maintenant, écoutez madame. Non, là. Vous prendrez la parole. Je vous ai dit que nous travaillons avec les éditeurs. Les éditeurs français que nous avons approchés nous ont dit que les marchés camerounais étaient très étroits et que ce n'était pas rentable qu'ils viennent. Et lors de la discussion que j'ai eue avec madame, si l'auteur peut nous aider
à travers son éditeur, lui dire, écoutez, ce livre, j'ai bien envie qu'il soit introduit dans des programmes camerounais. Dans ce cas-là, il travaillerait avec un éditeur. S'il ne veut pas venir au Cameroun, il peut travailler avec un éditeur camerounais qui apporterait le document de l'auteur camerounais qui est publié par un éditeur étranger. Mais globalement, les éditeurs étrangers que nous avons approchés nous ont donné le seul argument qu'ils nous ont donné. Votre marché est très réduit, il n'est pas rentable, par conséquent, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que vous allez voir que globalement, les auteurs africains que nous avons réintroduits dans les programmes sont des anciens. Il y a beaucoup d'anciens livres qui ont été réintroduits. Ils sont peut-être tombés dans le domaine... Certains sont tombés dans le domaine. Et maintenant, comme nous avons des éditeurs nationaux, certains, hein, je ne sais pas dit tous, qui ne sont pas sérieux, il arrive que quand ils nous ramènent un document, vous l'avez vu l'autre jour, où nous avons 2 versions du même livre, de l'éditeur et du livre de la piraterie, et qui pose des problèmes sérieux. Vous voyez bien qu'elle brûle d'un rouge d'impatience, d'une impatience rouge comme sa robe, pour réagir. Non, parce que ça fait des années, au vu de mon poids, je ne me vante pas là-dessus, j'ai pu contacter les éditeurs étrangers qui ont les livres de Mongobetti, de Ferdinand Yono, c'est pas tombé dans le domaine public, de moi et bien d'autres auteurs camerounais. Bien. Et en réalité, ils acceptent bien qu'un éditeur camerounais puisse éditer ces livres-là. Le problème est maintenant dans le choix de cet éditeur camerounais ici. En réalité, ces éditeurs demandent ceci, que ces livres édités au Cameroun ne puissent pas tout simplement aller vers les marchés extérieurs, qu'il s'agisse d'une consommation purement locale. Ils ont demandé, et c'est moi qui suis porteuse de la lettre, au ministère, parce qu'ils ne vont pas faire cadeau du livre à un éditeur camerounais, mais au Cameroun, c'est-à-dire au ministère de la Culture et à l'enseignement secondaire. Ils doivent payer une somme modique à l'éditeur étranger, aux éditeurs étrangers. Et à partir de là, le Cameroun, pas un éditeur, ça peut être la SOPECAM, qui pourra éditer ce livre et mettre à la disposition des jeunes Camerounais, ça sera presque gratuit. Et jusqu'à présent, cela fait 7 ans que je demande que ça se fasse. Et on me dit chaque année, l'année prochaine. Pourtant, ça coûte moins de 200 millions pour tous les auteurs camerounais dans le monde. Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Non, ce que je voulais rappeler à Mme Béala, c'est que je vous ai dit, nous traitons avec les éditeurs. Cette lettre dont elle parle, moi j'ai eu une discussion avec elle off, mais je n'ai jamais reçu cette lettre. Maintenant, si c'est un problème d'éditeur, le conseil, je prends sur moi d'approcher les éditeurs camerounais que je pense être sérieux avec lesquels nous travaillons pour qu'ils se rapprochent de Mme Béala et des éditeurs français à l'effet de voir ces livres d'auteurs camerounais publiés à l'étranger, publiés au Cameroun, avec l'assurance que ces livres n'iront pas, je suppose, dans les autres pays ou alors repartir en France. Oui, non, et surtout, on ne veut pas, mais moi-même, on veut bien donner au gouvernement camerounais. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi d'enrichir un éditeur ici, mais d'enrichir le peuple camerounais. C'est-à-dire que je donne mes droits à Sopeka, au pays, c'est-à-dire au Cameroun. Maintenant, si le gouvernement camerounais veut distribuer ces livres gratuitement, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas, ces auteurs ne veulent pas que ces livres fassent l'objet d'un commerce en particulier. Voilà le problème. Voilà, heureusement, les portes de la solution sont ouvertes chez nous, les artistes. Partager la richesse d'une rencontre, c'est bien qu'on en ait parlé. Je vous invite à réagir également à un autre point, la promotion de la lecture, rapidement, le rôle du livre scolaire dans l'élaboration d'une culture de la lecture, mais surtout, et ça c'est un sujet qui vous intéresse, Jean-Paul Comone, où sont les bibliothèques, où sont les librairies, et vous avez même pointé du doigt les médias. Oui, j'ai pointé les médias parce que je suis un peu surpris dans un pays où, depuis la loi de 1990 en matière de liberté, il y a eu plusieurs journaux, plusieurs télés, plusieurs radios, mais quand vous ouvrez la presse camerounaise, vous n'avez pas une page livre.
Si, le Cameroun Tribune. Ça pose, même Cameroun Tribune, madame, excusez-moi, c'est une fois les 6 mois. Vous ouvrez que la CRTV, aucune émission de télé. J'ai dit à votre directeur général que je suis surpris. Oui, il y en a quand même sur CRTV News, c'est Livre qui chante avec Serge Pout. J'ai dit lire. D'accord. Parce qu'il y a un mélange de tout. Dire une émission de culture, ce n'est pas une émission de livre. C'est deux choses. C'est Livre qui chante, c'est les livres. Et au Cameroun, on a tendance, quand on dit culture, c'est la danse, c'est tout. Je pense qu'en 15-20 minutes, on peut entretenir les Camerounais sur un livre. On peut inviter Madame Beyala, Monsieur Komon, Monsieur Ateba, venir partager son goût du livre, ou le livre qu'il a aimé, et venir discuter avec le journaliste pour permettre. Donc, la première chose, c'est les médias. La deuxième chose, c'est les collectivités locales décentralisées. C'est quand même ahurissant que nous soyons à Yaoundé et qu'il n'y ait aucune bibliothèque communale sérieuse. C'est des initiatives privées qui sont lancées ça et là, mais je crois que le rôle des collectivités décentralisées aussi, c'est de développer un réseau de bibliothèques municipale. Mais maintenant, au niveau national, nous sommes l'un des rares pays où nous n'avons pas une bibliothèque nationale. Il n'y en a pas. Au centre-ville de Yaoundé, il n'y a pas de bibliothèque nationale. Et ça va plus loin. Donnez-moi le nom d'une librairie sérieuse dans la ville de Yaoundé, où vous pouvez vous asseoir, rester 10 minutes. La librairie du Peuple Noir. La librairie du Peuple Noir, madame le dit. Mais vous avez vu l'environnement dans lequel vous êtes. Parfois, c'est un 3 sur 3, très étroit. Ben voilà. Donc, il y a nécessité de professionnaliser les métiers, notamment le métier de la librairie. Et je pense donc l'État central, les collectivités territoriales décentralisées et même les individus. Il y a des gens qui ont des tas de livres chez eux, mais qui ne savent pas les exposer ou partager leurs livres avec les autres. Et cela peut se faire s'il y a une envie de vouloir partager cette passion avec les autres. Rapidement. Oui, je peux y répondre parce que, franchement, déjà, il n'y a pas un environnement propice à la création littéraire au Cameroun. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les résidences d'écriture. Un écrivain ne peut pas écrire correctement dans un environnement familial avec du bruit. Il a besoin d'être isolé. Dans tous les pays du monde, il y a plein de résidences où on met des écrivains, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ils produisent des livres de qualité. Et en plus, je veux vous décevoir, je trouve qu'il y a plus d'imprimeurs que d'éditeurs. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Un éditeur est quelqu'un qui accompagne un écrivain dans sa création. Quand vous lisez un livre, les auteurs ont beaucoup de talent. Et donc, il s'y connaît. Oui, c'est-à-dire que je suis capable, j'ai un rang d'éditrice, c'est pour ça que je peux en parler. Tu dois accompagner l'auteur pour perfectionner, pour se corriger, pour revenir. C'est un gros travail. Il n'y en a pas. Je n'en ai pas rencontré ici. Donc, on peut parler du gouvernement, mais il faut commencer à la base, c'est-à-dire la base de la création. Quant à moi, j'ai aimé particulièrement un bouquin. Est-ce que je peux le partager? Allez-y. C'est un livre, je peux le montrer, écrit par M. Émile Joël Banqui, moi qui n'aime pas les essais, sur la corruption en Afrique subsaharienne, enjeux politiques, géopolitiques et sécuritaires d'une économie transnationale. Pour la première fois, j'ai peut-être compris pourquoi il y avait le crime organisé, pourquoi le pays ne se développait pas, parce que cet homme, cet écrivain, va aux origines du mal. Ce n'est pas seulement nous expliquer l'Afrique d'aujourd'hui, il nous explique tous les mécanismes qui ont pu amener à ce qu'il y ait énormément de corruption qui empêche finalement le développement. Et c'est magnifique, magnifiquement bien écrit. Ça voltige, pourtant c'est sérieux, on ne rit pas, mais on apprend. On apprend avec surtout un vocabulaire très simple, très beau, et à comprendre tout ce qui est complexe. C'est ça la caractéristique d'un grand auteur, c'est de pouvoir mettre à la disposition des profanes des sujets complexes, de manière à ce que ces gens, moi qui ne connaissais rien aux enjeux stratégiques, politiques et militaires, j'ai tout compris. Et ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais que les Camerounais en prennent connaissance et puissent aussi acquérir ce livre, s'il vous plaît. Spéciale recommandation de lecture. Peut-être aurions-nous encore le temps de demander au professeur, à Jean-Paul Komon, où sont passés les livres annoncés à l'école. Surtout qu'on a annoncé il y a 1 an ou 2 ans
les enseignements artistiques et culturels. Certains parents disent qu'ils ne trouvent pas ces ouvrages. Avant de répondre à votre question, je vais... On a 2 minutes. Oui, on a 2 minutes, je vais aller très vite. Avant de répondre à votre... Je vais rebondir sur ce qu'a dit Calix tout à l'heure. Le modèle économique de l'édition au Cameroun est différent du modèle économique en Occident. En Occident, c'est la littérature générale qui soutient le manuel scolaire. Au Cameroun, c'est le manuel scolaire qui est la priorité. 99% de l'activité repose sur le manuel scolaire. Et je crois que nous devons travailler pour changer le modèle. C'est-à-dire que la littérature générale soit celle-là qui soutient le manuel scolaire. Mais cela se passe ainsi parce qu'à l'intérieur des éditeurs, ce n'est pas des professionnels d'édition qui y sont, c'est des imprimeurs ou des gens d'autres métiers qui sont transformés en éditeurs. Mais maintenant, s'agissant des livres artistiques, nous avons un sérieux problème. Nous avons eu, les 2 dernières années, des propositions de livres de musique, des livres de... Mais les livres, dans l'appréciation, les évaluateurs que nous avons envoyés n'avaient pas le niveau, pensions-nous, pour apprécier ces livres. N'ayant donc pas la masse critique d'évaluateurs de ces livres, nous n'avons pas pris le risque d'introduire sur les listes des livres que nous n'avons pas pu nous-mêmes évaluer. Par conséquent, nous avons laissé la possibilité à certains établissements, on doit encore attendre. Notamment confessionnels, d'utiliser ces livres, mais sur la liste officielle, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'introduire un livre alors que nous-mêmes, nous n'avons pas l'assurance que la qualité est bonne. Mais nous travaillons dans l'introduction des matières de culture. Mais je veux rebondir sur une seule dernière petite chose. On va nous étreindre. C'est sur les livres, c'est sur les livres d'histoire. Vous avez remarqué que dans tous nos programmes, il manque les livres d'histoire. Et nous avons un sérieux problème au Cameroun. Et Mme Béala, au début de l'émission, l'a soulevé. Façonner, construire une identité dans un pays passe par certaines matières, notamment l'histoire, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Et je veux vous dire que toutes les propositions qui nous sont faites aujourd'hui sont en deçà des attentes et du Conseil, et je pense de la société camerounaise. C'est pour ça que vous verrez que nous avons du mal à accepter les livres qui nous sont imposés de l'étranger et enseignant l'histoire de l'étranger et non l'histoire du Cameroun. D'autres idées pour combler les pages manquantes? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas aller directement au Conseil. Je pense qu'il lui fallut au départ créer des petites unités dans les quartiers culturels où les enfants déjà apprennent la littérature, à lire, à compter, à jouer de la flûte, à jouer du piano. En fait, constituer de toutes petites unités dans les quartiers, surtout dans les quartiers périphériques des pauvres, afin de commencer à... En fait, pour l'instant, on n'a pas posé les bases. On a commencé à mettre une toiture sans avoir mis les fondements. Les fondements, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que ce n'est pas au comité de décider brusquement, non. C'est au quartier, au départ. C'est là où on va commencer à évaluer du niveau, de la qualité de ce qui pourrait éventuellement être enseigné avant d'arriver au livre. Ça, c'est la première chose. Concernant les livres d'histoire, c'est vrai qu'on ne pourrait pas laisser à l'étranger le pouvoir de nous dire quelle est l'histoire du Cameroun. De nous raconter notre histoire. Les Camerounais, les historiens camerounais doivent se mettre au travail. Nous avons assez de matériaux pour pouvoir rédiger des livres d'histoire depuis la 6e jusqu'en terminale. Le Cameroun est riche de son histoire, de ses guerres, de ses réconciliations, de ses divisions, de ses indépendances, de ses unifications. On a suffisamment de matériaux pour pouvoir travailler et je pense aussi que là, il faudrait mettre à contribution les professeurs, je vous le rappelle encore une fois de plus, que vous êtes, de pouvoir vous travailler à nous faire une proposition sur des livres. Et ce n'est pas le travail d'un individu, c'est un travail qui doit être fait en collégialité. Voilà. Et ce travail en collégialité, c'est aussi cette économie de réseau, ces rendez-vous comme la bourse du livre qui nous raconte à travers les ouvrages en étal ce qu'on peut avoir, des livres sur les 60 ans des libertés, d'indépendance, d'avant ou d'après. Et je parle de quelqu'un qui a plus de 60 ans.
61 ans. Il s'appelle Ferdinand Nanapayon. Le zapping de l'histoire revient sur les 30 ans de la bourse du livre en question au salon des manuels scolaires et de la rentrée. Il a commencé, s'il vous plaît, avec un fonds de 18 000 francs. Il a été manager de l'année par Cameroun, nommé un prix décerné par Cameroun Tribune en 1991. Ferdinand Nanapayon est connu aujourd'hui comme un spécialiste en communication, marketing et le zapping de l'histoire évoque ces moments par sa propre voix. Et c'est dans un entretien qu'il a accordé à Caresse Siane, même ici à CRTV News. En 1991, nous nous étions rendus compte que les parents devaient avoir de sérieuses difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école, parce que ça devait coûter très cher. À cette époque-là, les fonctionnaires avaient leur salaire au bout de 40 jours. Aujourd'hui, au bout de 24 jours, vous les voyez alignés devant les banques. Et donc, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, les choses se sont améliorées, mais il se trouve que nous sommes revenus à un contexte extrêmement compliqué qui est le Covid-19. Où également, on va vivre quelque chose de très très grave. Les parents vont être au-devant des difficultés, comme il y a une trentaine d'années. Et nous avons pensé que notre rôle, justement, c'est d'envisager des solutions, de proposer des solutions avec des techniciens. Cette année-là, quand nous avions proposé la Bourse du Livre, qui est un système d'échange de livres, vous apportez vos livres pour que l'enfant qui passe en 5e puisse avoir des livres, eh bien, vous nous vendez vos livres et vous reprenez de nouveaux livres à des conditions relativement modestes. Ce n'était pas une invention, c'est simplement que nous avons préempté, nous avons fait un benchmark sur ce qui se fait dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que pour qu'on se déplace en voiture, s'il fallait que tout le monde soit propriétaire de sa voiture, ce serait très compliqué. S'il fallait que tout le monde soit propriétaire d'une voiture neuve, ce serait très compliqué. Moi qui vous parle, j'en ai eu des voitures dans ma vie, mais je n'ai jamais acheté une voiture neuve, voyez-vous. Donc, il y a le système de reprise que nous préemptons et que nous mettons dans le livre. Et donc, c'est ce que nous apportons. Nous disons que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il faut baisser les bras. Si vraiment j'avais le choix, je ne le ferai pas, parce qu'il y a 30 ans, j'avais 29 ans, voyez-vous, et donc c'est quand même un investissement sur le plan humain, sur le plan intellectuel qui est très très important. Et ce que nous voulons apporter, modestement, c'est de résoudre les problèmes, parce que de toutes les façons, quel que soit l'endroit où on se trouve, s'il y a un bras, s'il y a un maillon de la chaîne qui est cassé, tout le monde le subit. C'était notre zapping de l'histoire. Clin d'œil à Ferdinand Nanapayon, le journal de 19h dans quelques instants et on vous retrouve dans nos figures de style. Merci de nous retrouver chez nous, les artistes à l'écran de l'actualité. CRTV News ici, toute l'info. Rencontre heureuse dans ce studio avec Calixte Beyala, écrivaine, romancière, et Jean-Paul Comon, du président national du Conseil d'agrément des manuels scolaires. C'est la partie like. On parle d'artistes, on parle d'art, on parle de manière d'être. Et à la page de notre lecture aujourd'hui, écoutez, j'ai une liste longue de titres que vous connaissez peut-être. C'est Le Soleil qui m'a brûlé, Le Petit Prince de Belleville. Il y en a beaucoup, Les Honneurs perdus, Maman à un amant, Calixte Beyala, la liste est longue. Et à la liste s'est ajouté un livre que je vous recommande et elle-même nous donnera quelques motivations, quelques premières notes de lecture, même s'il a pris de l'âge, sans avoir pris des rides. Le Christ selon l'Afrique, le cri de Calixte Beyala. Regardez ces images avec un sous-titrage. L'Afrique est sur la croix, elle meurt pour que l'humanité vive.
C'est une phrase que j'ai prise dans une note de lecture dans un journal. Comment commenter ça rapidement? Mais c'est moi qui ai écrit cette phrase qui a été reprise, parce qu'effectivement, on nous a apporté dans une main les fusils, dans l'autre main la Bible. Non point que je sois contre la croyance en Dieu, mais il est tout à fait évident aujourd'hui que quand nous regardons ce qui se passe, les gens ont tendance à faire confiance en Dieu sans pouvoir faire ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer. Je veux dire, ils passent beaucoup de temps à aller prier, tout ce qui leur arrive, ils disent Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de nos destins, peut-être, mais pas à ce point-là. Nous avons une part même de notre destin qu'on n'assume pas. Quand vous regardez en fait, j'ai écrit ce livre à partir des églises de réveil qui aujourd'hui écument l'Afrique, déchirent les familles d'ailleurs, où on ne s'entend plus parce que le pasteur a dit que votre père veut vous tuer, votre sœur veut vous empoisonner, et puis, etc. Il divise les familles, sépare les couples. Et effectivement, l'Afrique se retrouve dans une situation où, au lieu de penser... D'ailleurs, les gens prient pour qu'on leur donne des papiers, prient pour trouver du travail, au lieu d'aller chercher du travail, prient pour tellement de choses qu'ils en deviennent presque inactifs. C'est d'où cette phrase que l'Afrique est sur la croix pour que l'humanité... Et pendant ce temps, les autres peuples évoluent, exploitent le continent, avancent, et nous sommes là. Et d'ailleurs, ces prières que nous adressons ne sont pas des belles prières, ne sont pas des éloges à Dieu. On prie pour avoir de l'argent. On prie pour nous-mêmes. On ne prie jamais vraiment pour l'humanité. Et ça, là, c'est quelque chose que j'ai observé et que je décris très longuement dans le Christ selon l'Afrique, d'ailleurs, qui a obtenu le prix du meilleur roman francophone. Tout à fait. Voilà. Boréal, 20 ans, une histoire racontée à Douala et dans ses rues. Je ne vous dis pas tout, lisez et ça vous fera beaucoup de plaisir. Le professeur Common ne me démentira pas à ce propos. Une œuvre, une Calix Béala qui a des œuvres inclassables finalement en matière de littérature aujourd'hui. Oui, nous avons la chance d'avoir quand même beaucoup d'auteurs. On a eu beaucoup d'auteurs. Il y a l'ancienne génération, les Mongo Betty, Ferdinand Oyono. Après, elle a pris le relais. Et puis, il y a des nouveaux qui arrivent, comme Léonard Miano. Il y a encore des petits jeunes qui arrivent, comme Boum et tous les autres. Je crois que le Cameroun est un terreau de talent. Et il suffit que la politique nationale, je parle de ceux qui sont au niveau local, que la politique nationale leur permette de mieux s'épanouir. Et elle a soulevé un problème essentiel, c'est-à-dire un lieu de retrait où les petits jeunes qui commencent à s'initier à l'écriture soient capables d'y aller de façon en retrait de la société, de la vitesse de la société, pour mieux écrire, mieux penser et partager avec le reste de la société leurs pensées et leurs passions. Le thème de ces figures de style, avec la complicité de notre réalisateur, violences faites aux femmes, les plumes contre les silences. À l'écran, eh bien, Calix Béala, nous avons également sollicité cette plume qu'on peut soupçonner d'être furieuse sur des sujets, sur les silences, sur les violences faites aux femmes. On a évoqué le cas Daphné tout à l'heure en début d'émission. Écrire contre les silences sur les violences faites aux femmes, ça aussi, ça vous parle. Et ça vous parlera toujours. Écoutez, ça a été la colonne vertébrale de toute mon œuvre depuis plus de 30 ans. Depuis C'est le soleil qui m'a brûlé, j'ai commencé à soulever la marginalisation des femmes et à les pousser à prendre le dessus, à devenir des femmes chefs d'entreprise, des femmes lumière, des femmes commandants, des femmes écrivains, des femmes poètes, des femmes, pourquoi pas chefs d'État. Un épanouissement qui n'est pas un combat contre les hommes. Vous savez, là, vous me posez une question, mais je vais vous répondre sincèrement. Je ne pense pas que les hommes vont facilement se détrôner pour nous laisser la place. Il faudrait à un moment donné que les femmes acceptent d'aller au devant de la scène. Et beaucoup en ont peur parce que, par exemple, vous prenez le monde politique, c'est un monde extrêmement violent. Et les femmes... Elles sont beaucoup plus intelligentes, mais n'osent pas forcément affronter les hommes dans ce domaine. Elles pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc, elles n'ont pas forcément toujours le temps ou elles ne prennent pas le temps de le faire. Moi, je les encourage à le faire. Parce que personne ne viendra leur dire, bon, ben, tu es députée, tiens, tu es sénatrice. Non, il faut qu'elles aillent de plus en plus au combat, qu'elles créent leurs entreprises, qu'elles s'affirment et que, effectivement, les lois soient appliquées. Vous prenez, par exemple, les violences faites aux femmes dans les commissariats. Vous vous rendez quand même compte que la plupart des commissaires, ce sont des hommes. Quand les femmes s'amènent devant eux,
ils ne sont peut-être pas toujours prêts, ils n'ont pas été très sensibilisés à cette souffrance-là. Moi, je vis ici depuis quelques mois, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent, pas tous, hein, que les femmes ne demandent que ça. Ce qui est absolument faux. Un homme te viole, il pense que vous avez demandé à être, que ça vous fait plaisir. Non. Pour une femme, le viol, c'est quelque chose, c'est presque meurtrier. Elle est meurtrie dans sa chair. Beaucoup de femmes, après, se replient sur elles-mêmes, n'osent plus avoir même des rapports sexuels normaux avec les hommes, sont malheureuses. Vous n'êtes pas seul dans ce combat et je vous invite, Jean-Paul Komon avec, dans notre bibliothèque, à aller revivre la joie et l'émotion d'une écrivaine camerounaise, Djaïli Amadou Amal, avec ses nombreux prix, le prix Orange de littérature et puis au Salon du livre en France. Et elle est en course pour le Goncourt. Elle est sur la liste des 15 prétendants pour ce prestigieux prix littéraire. Et elle s'est livrée dans un entretien avec Eric Launa de CRTV News. Et vous connaissez son ouvrage. Les impatientes, on a connu Mounial, les larmes du silence. Voilà. On peut en prendre un petit morceau choisi et peut-être aussi, est-ce qu'on prie dans ce genre de situation pour lui dire bonne chance? On peut se dire, on en est fier. Les Impatientes, repris donc aux éditions Emmanuel Colas en France, est donc nominé au prix Goncourt cette année, au prix Goncourt des lycéens et au prix Goncourt des lycéens italiens. Donc c'est un livre qui parle tout simplement de problématiques des femmes et des violences faites aux femmes. Le mariage précoce et forcé comme violence par l'héroïne Ramla, la violence physique et le viol conjugal décrit par Hindu, et puis les violences psychologiques, la polygamie décrit par la troisième héroïne Safira. C'est tout simplement un roman qui parle et qui explique les problématiques que rencontrent les femmes dans cette grande zone du Sahel. Mais vous voir nominé à ce prestigieux prix, c'est inédit. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Eh bien, le sentiment, je peux dire que c'est avant tout la fierté. J'ai accueilli cette nomination avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté, avec, une certaine pression aussi de voir que dans la sélection, je suis la seule africaine, dans la seule camerounaise. Je suis fière de représenter une fois de plus notre beau pays qui est, on ne peut pas le dire, on le sait déjà, une grande terre de littéraire. Et on le dira, fier d'être camerounais, comme le titre qu'on vous proposera en fin d'émission, ce lendemain de 1er octobre, commémoration de la réunification. C'est un tube de qu'est-ce que je dis, Van Ister. On verra ça à la fin de l'émission. Mais quand même, je sollicite encore votre regard sur votre commentaire sur les images que nous voyons à l'écran. Il s'agit du clip d'Ex Maléa. On parlait de violence et de femmes. Non au viol, ta fille n'est pas ta femme. Alors, choqué pour mieux sensibiliser, je le dis parce que Jean-Paul Komon, la critique, a estimé que c'était trop choquant et certains médias ont censuré. C'est une erreur. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Je partage. Regardez les images. C'est un secret familial. Tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir. La douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir. Son corps va lâcher prise. Dans les larmes, elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Le cri d'une chanson, les chœurs d'Ex Maléa, choqués pour mieux sensibiliser, une chanson qui donne du frisson, mais il faut en parler et nous y reviendrons très certainement. Mais rapidement, feuilletons vos petits coups de cœur. On avait dit 2 livres,
Mais je ne sais pas, les livres de votre enfance, vous avez motivé la lecture pendant l'enfance. Le titre qui vous ont marqué pendant votre petite enfance? Mon enfance, c'était d'abord le livre de lecture, Mamadou et Bineta vont à l'école. Écoutez, oui, voilà. C'est pour ça que je disais qu'il fallait quelque chose de commun à toute une génération. Et puis après, Le Paille Noir, quand j'étais en 6e, de Camarala, je pense, si je ne me trompe pas. Et bien sûr que j'ai aimé les grands classiques comme Senghor, Ferdinand Oyono, Mongobeti et bien d'autres qui sont des Africains, mais bien sûr après, ça a été plutôt la littérature russe. Tolstoï, Dostoïevski, oui, et puis aussi les Français comme Stendhal et bien d'autres, Balzac, Camus. J'ai adoré l'étranger. Ah, l'étranger, je crois, c'est un clin d'œil. Et il y en a un dont on ne parle jamais beaucoup, mais qui est peut-être le meilleur du XXe siècle, qui est Céline. Oui. J'en profite pour faire un clin d'œil à quelqu'un que vous connaissez bien, professeur Marcelin Foundé et toi. Je crois que c'était sa première recommandation de lecture quand on entrait à l'école de journalisme. L'étranger, ce matin, l'étranger de Camus. Maman est morte et puis... Magnifique. Je tombe dans votre bibliothèque en rappelant quand même, professeur Jean-Paul Common, pardonnez-moi, que j'ai appris que vous êtes un gardien d'archives. Vous avez encore vos bulletins d'école, vous avez encore vos cahiers de la maternelle, vous avez vos livres et donc forcément vous les gardez. Oui, je suis fils d'enseignant. Donc la seule chose que mon père nous a laissé et nous a partagé, c'était les livres et les cahiers. J'ai découvert les livres parce que mon père était dépositaire de l'effort camerounais. Partout il passait, il vendait l'effort camerounais. Et je dormais souvent il avait toujours, comme il n'avait pas de grande maison, la maison, ma chambre était à côté de son bureau. Et c'est là qu'on déposait le journal L'effort camerounais, que la nuit, nous passions tant. Mais le premier livre que j'ai lu, c'est Le Docker de Sembène Ousmane. Il avait laissé ça sur sa table. Vous n'avez pas lu les petits bouts de bois? Les petits bouts de bois après, parce qu'il les avait laissés sur sa table. Et puis j'avais pris ça sur sa table. Et je crois que ça a été publié en 1956, c'est-à-dire des années avant ma naissance. C'est par là que j'ai commencé. Et j'ai eu la chance qu'au collège, le mandat est venu. Mais évidemment, au collège, nous avons tous lu au Cameroun les livres de Mongobeti, de Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille. Le Vieux Nègre et la médaille. Et plus tard, évidemment, avec les Français, mais moi, je me suis beaucoup intéressé à la littérature portugaise, notamment avec Jorge Amado, que je lis sur Cacao. Donc, je lisais beaucoup plus la littérature sud-américaine. Qui est magnifique, Marquez. Garcia Marquez, oh là là, le temps de choléra. Et puis, depuis un moment, là, je lis la littérature... 100 ans de solitude. Israélienne, notamment avec... Noah Hari sur Homo sapiens, c'est ça que je suis en train de lire en ce moment-là. Homo Deus et autres. Attends, l'amour au temps du choléra, c'est une merveille. Alors j'aime ces vieux qui brillent. Le cycle des Lumières, vous l'avez lu? Pas encore. J'aime ces yeux qui brillent de passion pour les livres et c'est à quoi nous vous invitons. On en reparlera. Et moi, peut-être vous dire les trois petits cireurs. Quand même, un paradoxe économique. Vous faites concurrence, vous partagez la recette en fin de soirée. Et ça, je m'adresse au prof. Non, nous ne faisons pas concurrence. Non, je vais dire les trois petits cireurs. Dans le livre de Francis Bébé, ils se font concurrence en journée et le soir, ils partagent ce qu'ils ont. Mais c'est un peu la solidarité. La solidarité. Mais Agatha Moudjo, c'est génial aussi, de Francis Bébé. Voilà. Nous sommes heureux de vous avoir retrouvé, rencontré chez nous les artistes. Revenez ici, c'est chez vous. Merci d'être passé. Et nous nous séparons avec de bonnes notes au lendemain de la réunification, de la commémoration de la réunification, sur un cœur de quelqu'un qui s'appelle Vanister. Quand vous serez connecté sur YouTube, allez taper ce nom. Fier d'être camerounais. C'est une chanson qui fait plaisir à l'oreille et au cœur. Restons ensemble et comme on le dit au pays, du fond du cœur, Vanister pour nous séparer sans jamais nous quitter. À très bientôt chez nous les artistes. Bonsoir. Mais il faut aussi que vous me pensez. Oh ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez, non? Ça c'est dit. Je ne suis pas français. Quitte là-bas. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais.
mais dans le bidon, je suis à l'aise, oh. Aïe. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais.